Est-ce que vous vous souvenez de ces deux castors? Mis à la porte de chez eux par leurs parents, ils sont largués au fond de l'Oregon et obligés de se construire leur propre barrage. C'est le point de départ d'un des dessins animés oubliés de mon enfance, les Castors allumés. Des séries comme ça, il y en a des dizaines. On en regardait tous les matins quand on était petit, puis elles ont complètement disparu de nos vies. Aujourd'hui, on va en retrouver 8. Et je suis sûr qu'il y en aura au moins une qui va vous débloquer un souvenir que vous avez enterré depuis près de 20 ans. Si vous regardiez les dessins animés le matin avant d'aller à l'école, vous avez peut-être croisé Petit Potam. Cette famille d'hippopotames vivait à Barbotam, au bord du pot d'Amazon. Chaque épisode racontait les défis du quotidien d'un jeune hippopotame curieux. Souvent, il désobéissait à ses parents, se disputait avec ses frères et sœurs ou tentait d'aider un de ses proches. Qui a dit qu'il nous fallait une permission? Mais à la fin, il y avait toujours une morale simple et rassurante, destinée aux tout-petits. Le format était le même que Franklin ou Petit Ours Brun, mais dans un décor de jungle amazonienne. Autour de lui, il y avait toute une petite tribu. Tessie, sa grande sœur, qui est rangée, soigneuse et qu'il défend quand ça tourne mal. Tim et Tam, les frères jumeaux, farceurs et parfaitement irresponsables, qui passaient leur temps à se moquer de lui. Et enfin, Ma et Papotam, les parents du petit hippopotame. Fun fact, Petit Potam n'a pas été inventé pour la télé. Le personnage vient d'une série de livres pour enfants créée par Christine Chagnou en 1967. Autrement dit, quand le dessin animé arrive, le personnage a déjà 30 ans de carrière en librairie. Diffusée pour la première fois en 1997 sur France 3, la série sera ensuite diffusée sur France 5, dont Debout les Zouzous, puis sur TJ et puis oui. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants des années 2000 l'ont découvert bien après sa création. Avec une seule saison de 52 épisodes, le dessin animé n'a pas eu le succès des grands films de l'époque. Il a quand même eu le droit à son film en 2001, mais ça n'a pas suffi à l'installer durablement. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à s'en souvenir. Les épisodes duraient 13 minutes, ça a été bouclé en une saison, il n'y a jamais eu de vague de produits dérivés, et surtout, on le regardait très petit. À cet âge-là, on n'enregistre pas forcément les titres ou le nom des personnages. Si vous étiez enfant à la fin des années 90 ou au début des années 2000, vous n'avez pas pu passer à côté de Tabaluga. S'il y a bien un dessin animé qu'on m'a beaucoup demandé, c'est celui-là. Ce petit dragon est le dernier héritier du monde vert, un royaume où la nature est en parfait équilibre. Après la mort de son père, le roi Tyran, Tabaluga doit apprendre à devenir un véritable dragon, tout en protégeant son royaume contre deux puissants ennemis. Il y a Arctos, un bonhomme de neige tyrannique qui veut recouvrir le monde vert d'une glace éternelle. Impossible d'oublier ce méchant iconique et son majordome pingouin. Mais il y a aussi Umsine, une tempête de sable vivante qui cherche au contraire à transformer le royaume en un désert brûlant. Et quand on y repense, la construction du monde est vraiment maligne. Le monde vert est coincé entre la glace d'un côté et le désert de l'autre. Deux extrêmes avec un équilibre au milieu. Pour une série de 1997 destinée aux enfants, faire de l'équilibre naturel l'enjeu central de toute l'histoire, c'est plutôt en avance sur son temps. Au début de l'histoire, Tabaluga est encore jeune et inexpérimenté. Chaque aventure lui apprend une nouvelle leçon sur le courage, la responsabilité ou l'amitié, jusqu'à devenir le protecteur de son monde. Au total, la série compte 78 épisodes répartis sur 3 saisons, produits entre l'Allemagne et l'Australie. En France, elle débarque sur TF1 en août 98 sur TF1 Jeunesse, avant d'être diffusée bien plus tard sur France 5 dans Zouzou. En préparant cette vidéo, j'ai découvert qu'avant d'être un dessin animé, Tabaluga était une véritable star en Allemagne. À la base, le personnage a été créé en 1983 par Peter Maffay, une figure importante du paysage musical et artistique de son pays. Il a créé Tabaluga en tant que mascotte d'une série d'albums musicaux destinés aux enfants. Alors oui, en France, les chansons pour enfants en allemand n'ont évidemment pas percé, mais on garde un souvenir nostalgique de l'époque où Tabaluga accompagnait encore nos matinées. C'était la série réconfort de tous les enfants et ados forcés à porter ces fameuses bagues qu'on détestait tous. Hein? Cool! T'auras des épinards coincés dans tes bagues maintenant! Malheureusement, elle a aussi popularisé une moquerie qui a traversé les générations. Quel ado des années 2000 avec un appareil dentaire ne s'est jamais fait appeler sourire d'enfer? C'est la blague du siècle. Mais on pardonne à la série parce qu'elle était quand même très cool. Sourire d'enfer suit une collégienne de 13 ans, Charlotte Spitz, qui vient de se faire poser un appareil dentaire. Mais il ne s'agit pas d'un appareil ordinaire. Après un étrange incident électrique lors de sa pose, ces bagues provoquent régulièrement des phénomènes magnétiques complètement absurdes. Elle attire des objets métalliques, dérègle des appareils électroniques ou déclenche des catastrophes au pire moment possible. En réalité, les pouvoirs de l'appareil dentaire sont surtout utilisés comme un ressort comique. La série ne tend pas vraiment vers le fantastique. Ces situations servent de prétexte pour parler de problèmes d'ados, premiers amours, complexes physiques ou amitié. Et quand on y réfléchit, la métaphore est parfaite. Un truc dont tu as honte, que tout le monde voit, et qui se
se manifeste exactement au moment où tu voulais te faire tout petit. C'est littéralement l'adolescence. Il y a par exemple un épisode où Charlotte a ses premières règles pendant son tout premier rendez-vous amoureux. Un autre où elle achète un soutien-gorge rembourré pour paraître plus mature. Résultat, plusieurs épisodes n'ont jamais été diffusés aux États-Unis. Et ce n'est pas une exception, on parle de plusieurs dizaines d'épisodes qui ont été bannis de la télé américaine, sûrement trop puritaine pour les sujets abordés. Ce dessin animé au concept très original a marqué toute une génération. Pour celui-ci, je pense qu'il va falloir plonger encore plus loin dans votre mémoire pour vous rappeler des Twinnies. Ce n'est pas vraiment un dessin animé, mais une série britannique prise en vue réelle destinée aux tout petits. Concrètement, c'était des comédiens en costumes intégraux avec des têtes surdimensionnées qui s'agitaient dans un décor de studio. Ce qui explique aussi pourquoi, revu aujourd'hui, c'est légèrement perturbant. Diffusé en 2000 sur TF1, le programme se déroule dans une sorte de garderie fictive où vivent Bella, Fizz, Milo et Jack. Ils sont encadrés par Judy et Max, deux adultes qui s'occupent d'eux, ainsi que de leurs chiens Doodle et Hazel. Les Twinnies jouent, se disputent, découvrent des choses, posent des questions ou apprennent de nouvelles notions. La journée est ponctuée de chansons, de jeux, de danse ou de petites séances pédagogiques. Et tout est construit comme une répétition, les mêmes rituels, les mêmes moments, les mêmes déroulés, épisode après épisode. En gros, exactement ce qui fonctionne sur un enfant de 3 ans. En France, la série a connu un succès modeste, mais au Royaume-Uni, c'est un énorme phénomène. Elle comptait 390 épisodes et avait beaucoup de merchandising. Elle avait d'ailleurs même ses propres singles, dont plusieurs sont rentrés dans le top 20 britannique. C'est l'une des franchises les plus lucratives de la BBC. D'ailleurs, outre-Manche, les rediffusions ont tourné jusqu'en 2016. Donc pendant que nous, on oubliait totalement leur existence, les Britanniques, eux, ont passé 3 générations d'enfants biberonnés aux Twinnies. Fatale destinée par l'oracle annoncé. Sonic est loin d'être oublié. Entre les jeux vidéo, les films sortis récemment et les produits dérivés, il est partout. Mais un Sonic rocker qui combat les méchants avec l'aide d'une guitare électrique, est-ce que ça te dit quelque chose? Terminé pour le rock'n'roll. Dadoulidou, oh yeah! C'était Sonic le Rebelle. L'histoire se déroule sur Mobius, un monde dominé par le docteur Robotnik. Avant les événements de la série, la reine Eleanor dirigeait le royaume. Mais Robotnik prend le pouvoir et force la reine à fuir. Pour protéger ses 3 enfants, Sonic, Sonia et Manic, elle les abandonne lorsqu'ils sont encore bébés, avec l'espoir qu'ils pourront un jour se retrouver et renverser Robotnik. Les 3 hérissons finissent par se retrouver à l'adolescence et apprennent qu'ils sont les héritiers de la reine Eleanor. Leur objectif devient alors de retrouver leur mère et de libérer Mobius du régime de Robotnik. Et pour réussir, les 3 héros possèdent chacun un instrument de musique magique qui peut se transformer en arme. Sonic a sa guitare électrique, Sonia son clavier et Manic sa batterie. Du coup, il y a une chanson dans quasiment chaque épisode et elles font véritablement partie de l'intrigue. Sonic, Sonia et Manic s'en servent pour exprimer leurs émotions, raconter leur histoire ou combattre leurs ennemis. Sonic le Rebelle est une coproduction franco-américaine avec TF1 parmi les producteurs. Et à cause d'une clause de contrat, la série devait obligatoirement être diffusée en Europe avant tout le reste du monde. Résultat, elle a été lancée en France en janvier 1999 sur TF1, alors que les Américains, eux, ont dû attendre le mois d'août. Pour une fois, on a eu Sonic avant tout le monde. Autre détail assez dingue, en version originale, les 3 hérissons sont doublés par le même acteur. Sonic, Sonia et Manic, c'est une seule et même personne. Jaleel White, l'acteur qui jouait Steve Urkel dans La Vie de famille. La série s'arrêtera après 40 épisodes et une seule saison, sans vraiment de conclusion. Nous n'aurons pas la chance de voir à l'écran les 3 héros retrouver leur mère. Et en réalité, à l'époque, l'accueil a été assez froid, aussi bien chez la critique que chez les fans de la franchise qui ne reconnaissaient plus grand chose dans leur héros préféré. C'est probablement ce qui explique pourquoi la série est restée aussi mémorable chez certains enfants, et pourquoi elle paraît aujourd'hui complètement improbable lorsqu'on la revoit. Là, on va parler d'une des séries doudou de mon enfance. Esprit Fantôme, c'est la série qu'on adorait regarder pendant les vacances d'Halloween. Elle suit Jazz, un jeune policier qui vit avec ses grands-parents dans un vieux manoir isolé au milieu de la forêt. Mais sa famille est loin d'être ordinaire. Agathe, sa grand-mère, est médium. Hercule est un inventeur un peu particulier, et Jazz, quant à lui, travaille au département des enquêtes surnaturelles. Avec eux vivent 3 gentils petits fantômes, Toby, Toc-Toc et Désastre. Et ces 3-là, Agathe ne les a pas trouvés n'importe où. Elle les a récupérés au cours de ses promenades nocturnes dans le cimetière voisin. Dans chaque épisode, Jazz doit résoudre une affaire surnaturelle ou enquêter sur des phénomènes étranges, fantômes, malédictions, créatures mystérieuses. Et rien que le titre des épisodes valent le détour, les sorcières de Salem, les noces de Dracula, le train fantôme, la chambre 13, le château du comte Orloff. On est vraiment dans un grand catalogue de l'horreur classique distillé au format de 26 minutes pour un public de 8 ans. C'est un peu le principe de Scooby-Doo, mais ici personne ne tire un masque à la fin. Et justement, c'est pour ça que le boulot de Jazz existe. Les 3 fantômes sont les compagnons comiques de la famille et participent régulièrement aux missions de Jazz. Bah, pas compliqué. Si c'est pas compliqué, pourquoi tu le fais pas toi-même?
Ils sont drôles, malicieux, ils font beaucoup de bêtises, mais ils font totalement partie de la famille. Esprit Fantôme est une série française qui compte 2 saisons et 52 épisodes. Elle a été diffusée à partir d'août 2002 sur TF1, puis plus tard sur Gulli. Elle a même été déclinée en livre, 11 tomes publiés dans la Bibliothèque Rose entre 2004 et 2009. Et honnêtement, c'est une série qui mériterait d'être plus connue. L'ambiance graphique est très marquée, très travaillée, avec ce manoir, cette forêt, ces couleurs sombres qui tranchent franchement avec le reste de la grille jeunesse de l'époque. Et c'est sans doute pour ça que nombreux sont ceux qui ont gardé ces petits fantômes facétieux dans un coin de leur esprit. Petit hamster, grandes aventures. Si vous regardiez Midi les Zouzous, vous avez forcément chanté le générique d'Hamtaro. Dans cette série, on suit un petit hamster qui appartient à une fillette de 10 ans appelée Laura. Lorsque Laura part à l'école, Hamtaro sort de sa cage et part explorer le monde. Il retrouve alors une bande d'autres hamsters, les Ham-Ham, qui vivent leurs propres aventures à l'insu de leurs propriétaires humains. Parmi eux, on retrouve notamment Amiral, le chef du groupe, Amidou, Bijou, Pashmila, Pénélope, Panda, Tigri et Tigrette. Les humains voient leurs hamsters comme de simples animaux de compagnie, mais en réalité, ils ont toute une vie lorsque leurs propriétaires ne les regardent pas. Les Ham-Ham se retrouvent dans leur quartier général, jouent ensemble, se lancent des petites expéditions et s'entraident. La série raconte leur quotidien et les péripéties qu'ils vivent régulièrement. La structure de la série est un peu particulière. Chaque épisode fait vivre à Laura un problème de petite fille et à Hamtaro le même problème en version hamster. Les deux histoires avancent en parallèle et se répondent. C'est simple, mais c'est très bien fichu. Et si pour nous c'est un dessin animé culte de notre enfance, au Japon, Hamtaro est un phénomène. Créé par le mangaka Ritsuko Kawai, le personnage est d'abord en 1997 sous forme de livre illustré, avant de l'adapter en animé en 2000. Et cet animé n'est pas une simple série, 296 épisodes diffusés jusqu'en 2006. Plus de 4 films sortis chaque mois de décembre entre 2001 et 2004. La franchise génère énormément de produits dérivés, jouets, papeterie, vêtements, nourriture, jeux vidéo, etc. Selon les données rapportées par la presse spécialisée autour de la franchise, ces produits auraient généré 2,5 milliards de dollars de ventes dès 2002. Est-ce que vous saviez que la mignonnerie rapportait autant que ça ? Choubidoubidou wawa. Ah, Angela. Soit on l'adore, soit on la déteste. Beaucoup ont été traumatisés par ce visage en noir et blanc et cet étrange univers. Mais tout autant de gens adoraient son impertinence et ses aventures loufoques. Mais quoi qu'on en pense, elle était iconique. La série raconte l'histoire d'Angela Anaconda, une petite fille qui vit dans la ville fictive de Tapwater Spring au Canada. Angela est une enfant très imaginative avec un sacré caractère. Elle passe son temps avec ses 3 meilleures amies, mais a surtout une ennemie jurée, Nanette Manor, une fille riche et populaire, particulièrement prétentieuse. Qu'est-ce qui est pire, le brocoli ou Nanette? Une grande partie des épisodes tournent autour de la vie quotidienne à l'école, des sorties, des disputes entre enfants, des jalousies et surtout des affrontements entre Angela et Nanette. Elle imagine parfois des scénarios complètement délirants pour se sortir d'une situation ou prendre sa revanche. Angela est un dessin animé assez unique des années 2000, son souvenir est presque davantage associé à son style visuel particulièrement étrange qu'à ses histoires. Les personnages ont été réalisés avec une technique mêlant photographie de visage humain et animation. Leurs corps sont animés tandis que leurs visages donnent cette apparence très particulière de photographie découpée. Ça donne à Angela, Annette et aux autres des visages extrêmement expressifs, mais aussi avec le recul une esthétique que beaucoup trouvent perturbante, voire carrément inquiétante. Les discussions contemporaines autour de la série reviennent très régulièrement sur son esthétique inhabituelle et le malaise qu'elle pouvait provoquer chez certains enfants. Et c'est sur cette dernière série qu'on va vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait remonter 2 ou 3 trucs bien enfouis. Est-ce que vous aviez complètement oublié un de ces dessins animés? Et selon vous, lequel j'ai oublié de mentionner? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, il y aura peut-être de quoi faire une suite à cette vidéo. En tout cas, pour soutenir notre toute petite chaîne, vous pouvez laisser un like, vous abonner ou booster la vidéo sur mobile, ça nous aide énormément. On se retrouve très vite, je vous dis à la prochaine.